Éditeur Day organisé par la CCI Paris-Île-de-France. On est ravis de vous retrouver, il est 15 h et nous sommes en direct. Nous allons parler de e-commerce. Comment bien démarrer dans la vente en ligne? C'est la question que nous poserons à nos trois invités. Nous parlerons également naturellement de formation, de logistique et de visibilité. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevrons Johanna Bolander, CEO, fondatrice de Merci e-commerce, organisme de formation agrémenté par le ministère du Travail. Nous retrouverons également Henri Debert pour Cubine qui nous parlera de solutions logistiques et nous retrouverons par la suite Geoffrey Huard, responsable de formation pour Google. C'est dans quelques minutes et je vous rappelle bien sûr que vous pourrez à l'issue de cette conférence poser toutes vos questions à nos trois intervenants. Dernière information, n'oubliez pas bien sûr de passer vos rendez-vous à nos 20 partenaires et à l'ensemble de nos conseillers numériques de Paris, de la CCI Paris-Île-de-France, pardon. Vous avez jusqu'à 19 h pour profiter de leurs conseils. On patiente quelques instants et on se retrouve pour la troisième et dernière conférence de cette journée à l'occasion de cet événement en ligne, les Digital Day organisé par la CCI Paris-Île-de-France. À tout de suite. Ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière conférence de la journée. On espère que cette journée se déroule pour le mieux pour celles et ceux qui nous suivent et qui naviguent entre les conférences et les rendez-vous. Cette dernière conférence sera consacrée au e-commerce, bien démarré dans la vente en ligne, formation, logistique et visibilité. Nous avons le plaisir de recevoir Johanna Bolander. Bonjour Johanna, vous êtes fondatrice de l'organisme de formation Merci e-commerce. Bonjour Pierre, bonjour, merci aux digiteurs et à la CCI. Oui, tout à fait. Donc, je suis la fondatrice de Merci e-commerce, qui est une école numérique, un organisme de formation agrémenté. Et nous sommes spécialisés sur des problématiques de e-commerce et de numérique, sur la formation des publics commerçants ou aspirants au numérique et au commerce en ligne.
À nos côtés, Henri Debert pour Cubine qui va nous proposer et qui va nous présenter des solutions de logistique. Bonjour Pierre, bonjour à tous, ravi d'être là. Merci évidemment à la CCI Paris et aux digiteurs d'organiser ce super événement et ces lives. Donc effectivement, moi je suis responsable grand compte chez Cubine. Cubine, c'est un logisticien qui est spécialiste du e-commerce et donc on accompagne des marques et des e-commerçants sur toute la logistique de leurs expéditions, de leurs différentes activités e-commerce. Un autre acteur du numérique et pas des moindres, Google, avec Geoffrey Huard, vous êtes responsable de formation pour Google. Bonjour Pierre, bonjour à tous, tout à fait, merci pour cette invitation. Je travaille aujourd'hui au développement du programme Google Atelier Numérique, qui est un programme de formation gratuit en place depuis 2012 en France. Voilà, on a accompagné cette année plus de 500 000 personnes en tout, donc une grande fierté pour nous et on a encore à cœur de développer ces formations. Mais merci à tous les trois de votre présence. Avant de procéder effectivement aux questions, je vous propose, si vous le voulez bien, de dresser le contexte avec des chiffres. On sait que la crise sanitaire a eu de lourdes conséquences pour celles et ceux qui nous suivent, pour toutes les TPE, PME françaises, on le sait, mais on va également se focaliser sur des chiffres qui vont montrer effectivement la capacité du digital à redresser, on l'espère, en cette période morose, à relancer les activités des uns et des autres avec un chiffre clé, le e-commerce qui représente, on le disait ce matin, plus de 100 milliards d'euros en 2019. Le e-commerce pèse 100 milliards d'euros dans l'économie française, selon un rapport de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, cette même fédération qui recensait 40 millions de consommateurs pour un total, tenez-vous bien, de 2 milliards de transactions. On l'a vu et on le disait, la stratégie omnicanal qui participe à la complémentarité en ligne et en magasin a été un petit peu bousculée avec effectivement la stratégie en ligne qui est devenue prescriptrice et qui a bousculé un petit peu les habitudes. Mais on s'attache à une tendance qui est importante et qui nous permettra effectivement de montrer à quel point il est important d'avoir une présence en ligne. L'Institut Oxatis nous dit dans une récente enquête qu'un site e-commerce permet une augmentation de près de 14% de son chiffre d'affaires. Et pourtant, on l'a vu, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le constatait il y a quelques semaines, seulement un magasin sur 3 en France propose un site internet. On connaît les raisons pour lesquelles les TPE, PME, bien, parfois freinent un petit peu leur démarche de transformation numérique, manque de compétences, manque de connaissances, manque également d'investissement financier. On y reviendra tout au long de cette conférence. Alors, comment acquérir des outils de base pour l'intégrer? Quelles solutions concrètes pour sa logistique? Comment rendre visible son activité en ligne? Nos experts ont quelques réponses à partager avec vous. Ma première question, elle s'adresse à Johanna. Johanna, vous êtes un organisme de formation, je le disais, qui justement a agrémenté par le ministère du Travail. Quand un entrepreneur vient vous voir, Johanna, quelles sont les questions qu'une entreprise doit se poser avant de se lancer dans le e-commerce? Quels sont les tips, les conseils que vous leur donnez quand ils viennent vous voir? Déjà, c'est une question qui est assez maîtresse puisqu'elle est au cœur de cette démarche-là de numérisation que vous évoquiez en mentionnant ces chiffres. En effet, les 14%, c'est plus ou moins ce qui est retenu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va accueillir des entrepreneurs individuels, mais également des artisans et des publics qui par le passé n'étaient pas nécessairement des publics qui allaient se destiner vers du e-commerce. Et aujourd'hui, que vous soyez artisan, entrepreneur individuel, commerçant, marchand ambulant, on est face à des publics qui sont des publics de plus en plus nouveaux et nouvellement en recherche d'une activité et d'un développement numérique. Et je pense qu'on fera tous ici peut-être en mesure de parler de ça, de cette diversité, nouvelle diversité dans ce milieu dans ce monde-là professionnel. Et voilà, les conseils, c'est tout d'abord la motivation initiale du projet. Pourquoi se numériser? Parce qu'on l'a ordonné, parce qu'on a des décisions politiques et décisions publiques qui nous imposent une numérisation parce que ça nous semble être profitable ou parce que véritablement c'est une stratégie vers laquelle on devait tendre
voilà, on avait une nécessité à attendre ou vers laquelle voilà, on aurait un intérêt à attendre. Donc vraiment la maturité du projet dès le départ est vraiment très très importante. C'est pour ça qu'il y a tout un système d'évaluation, de qualification de projet. Voilà, quand on est un acteur qui va se diriger vers le numérique ou qui entreprend de l'être. Je mentionne notamment certains dirigeants qui aujourd'hui souhaitent se diriger vers le e-commerce et vers le numérique marchand. Et parfois, bien qu'ils aient ce souhait, manquent en fait de connaissances, manquent de savoir et manquent de notions pour qualifier vraiment ce besoin. Et voilà, le meilleur conseil, c'est vraiment d'évaluer son projet initial, d'évaluer la maturité de son projet initial et d'acquérir, c'est ce que nous on propose et c'est comme ça que nous finalement on amène le e-commerce et le numérique, c'est vraiment via des programmes de montée en compétences, des programmes d'entraînement, des programmes de valorisation, de formation, de dirigeants, de chefs de projet, d'artisans, de commerçants qui ont cette envie parce qu'ils ils savent que c'est en effet du moment et de la conjoncture, mais qui ont véritablement envie de comprendre un petit peu mieux, avec plus d'acuité, ce que relève réellement le e-commerce aujourd'hui dans leur activité. C'est pour ça que la notion d'activité, elle est importante. Qui êtes-vous ? Que faites-vous et que souhaitez-vous faire avec le numérique ? Et voilà, c'est des notions qui sont vraiment primordiales. Et en parlant de questions, je vous rappelle bien sûr pour celles et ceux qui nous suivent en direct, vous pourrez bien sûr poser des questions à l'issue de la conférence à nos trois invités. Henri, on le sait, la logistique, c'est une compétence primordiale dans le développement du e-commerce. Quelles sont les règles de base pour assurer un service de livraison capable de garantir la satisfaction de son client ? Oui, bien sûr. Alors, l'importance de l'expérience de livraison sur la satisfaction client, c'est pas vraiment une nouveauté dans le e-commerce, mais c'est en tout cas une tendance qui s'est vraiment confirmée ces dernières années. Je lisais il n'y a pas très longtemps une étude réalisée sur un panel de consommateurs européens qui date du début de l'année, qui mettait en avant deux choses. La première, c'est que les frais, délais et options de livraison jouent un rôle clé dans la décision d'achat. Pour vous donner un exemple, 75% des consommateurs abandonnent leur panier s'ils estiment que les frais de livraison sont trop élevés et 46% l'abandonnent s'ils estiment que les délais de livraison sont trop élevés. Et de la même façon, une bonne expérience de livraison, en particulier sur le premier achat, c'est vraiment déterminant pour créer de la récurrence d'achat. Et c'est vraiment la récurrence d'achat qui va permettre à la fois de pérenniser son activité e-commerce et d'augmenter sa rentabilité. Nous, aujourd'hui, on considère que la qualité de l'expérience de livraison, qu'est-ce que en fait perçoit le client final de toute la logistique e-commerce, elle est déterminée par l'ensemble des opérations qui composent cette chaîne logistique. Je ne vais pas tous les citer, mais principalement, ça va être un stockage efficace, un inventaire qui est fiable. Il faut pouvoir savoir où sont ces produits et puis les trouver rapidement. Évidemment, une préparation de commande précise et rapide. L'expédition le jour même, c'est devenu un standard dans l'esprit des consommateurs français. Et je pense pour tout le monde, c'est jamais très agréable quand on a commandé un produit A de retrouver un produit B dans son colis. Évidemment, un engagement sur les délais de livraison réalisé par des partenaires de confiance. Pareil, c'est jamais très agréable de retrouver son colis là où on l'attendait pas ou 5 jours après le délai normal de livraison. Et puis évidemment, parce qu'on parle aussi de logistique, quand il y a des problèmes, un service client réactif et des délais de résolution qui sont raisonnables. On a cessé de le répéter tout au long de cette journée. Il est nécessaire de tirer son épingle du jeu sur Internet. Geoffrey, c'est le cas sur Google où il faut être visible, et faire partie des sites qui émergent dans les résultats de recherche. Là aussi, quels sont les prérequis pour être visible sur votre moteur de recherche Google, Geoffrey ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la visibilité est un enjeu majeur. Je dirais encore plus quand les leviers diminuent, comme on a pu le voir récemment avec la fermeture des commerces notamment, donc l'impossibilité de se faire connaître en physique. Donc la visibilité en ligne est vraiment un élément majeur, non seulement pour, se faire connaître et surtout peut-être récupérer des prospects potentiels, des clients futurs, leur permettre d'acheter également. C'est aussi un gage, et je pense qu'il faut le rappeler, c'est important, de sérieux et de qualité pour l'entreprise et pour le consommateur. Aujourd'hui, quand on achète, même dans une boutique d'ailleurs, on va se renseigner en ligne, on va aller regarder finalement qui est l'entreprise, où elle est située, les avis des clients, si on a le meilleur prix à tel ou tel endroit. Donc voilà, c'est pas seulement un enjeu de visibilité, mais aussi de crédibilité pour chaque entreprise d'être visible.
Aujourd'hui, pour j'ai tirer son épingle du jeu, comme tu le dis, Pierre, il y a beaucoup de critères qu'on peut prendre en compte. Je pense qu'aujourd'hui, on peut en donner quelques-uns qui sont vraiment essentiels. D'une part, quand on parle de visibilité, il y a le référencement local, c'est-à-dire être visible localement par ses consommateurs, ses clients. Google My Business est un outil qui peut répondre à ce besoin. Il y en a beaucoup d'autres, hein, comme les pages jaunes, la fourchette. Il y en a beaucoup qui sont spécialisés en fonction des secteurs d'activité. Donc c'est vraiment un enjeu très important, déjà pour soutenir aussi les commerces autour dans leur zone de chalandise, hein, où ils ont finalement la priorité vis-à-vis de la concurrence. Mais c'est aussi important, ça va permettre de ressortir beaucoup plus facilement. Je dirais que le second critère qui, pour moi, est primordial et qui le sera de plus en plus à l'avenir, c'est le mobile. Avoir un site qui soit responsive, qui puisse s'adapter au mobile. On sait aujourd'hui que près de 60% des recherches sont effectuées depuis un mobile. Si on a un site qui s'adapte mal à ce support, finalement, c'est des clients potentiels que l'on perd et qui ne vendent pas nos produits, ce qui est aujourd'hui franchement dommage. Un autre aspect qui est important, alors qui pourrait se détailler en plusieurs points, mais je dirais c'est le contenu et la pertinence de ce que vous voulez mettre en avant. Aujourd'hui, ça ne suffit plus simplement de partager des informations générales sur ses produits, etc. Il faut aussi raconter son histoire de son entreprise à travers de la vidéo, à travers des photos, à travers des contenus qui soient inclusifs, personnalisés. Comprendre finalement quelle est votre valeur ajoutée. Et ça passe par une stratégie de contenu. On peut essayer de se mettre à travers l'utilisateur et se dire finalement qu'est-ce que j'aimerais lire quand je recherche des informations sur tel ou tel produit, qu'est-ce que j'aimerais savoir sur la marque, et du coup construire petit à petit son image sur ce point. Donc voilà les trois que je retiendrai principalement. L'aspect référencement local, vraiment, le mobile et la pertinence de son contenu. Il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, après on pourra creuser dans... On y reviendra un peu plus tard. On va poursuivre avec Henri. On va parler bien sûr de logistique. Assurer la logistique de ces activités de e-commerce, ça prend du temps. Ça peut prendre aussi de l'espace. Ça demande, on le disait, des qualifications, des compétences. À quel moment dois-je me dire si je dois nécessairement externaliser ce type de service, Henri ? Alors, bien entendu, et c'était la première question destinée à Johanna, tout dépend du projet e-commerce qu'on va porter et que l'on souhaite développer. Je pense qu'on ne va pas du tout approcher l'enjeu logistique de la même façon selon que l'on est par exemple une boutique physique qui souhaite mettre en place du click and collect ou une marque 100% digitale sans intermédiaire. Globalement, moi, les marques et les e-commerçants avec lesquels j'échange au quotidien, ils me remontent très souvent les trois problématiques suivantes. La première, ils souhaitent économiser sur leurs frais logistiques. La deuxième, ils aimeraient gagner du temps sur la préparation de l'expédition et la livraison de leurs colis. C'était le point des délais dont on parlait précédemment. Et le dernier point, évidemment, ils cherchent à simplifier leur gestion logistique, qui est un élément qui peut être vraiment très chronophage. Je pense notamment au management des stocks, à la gestion des ressources humaines, si on a des opérateurs logistiques, les relations avec les prestataires de livraison, etc. Externaliser sa logistique e-commerce avec un partenaire comme Qubin permet de répondre assez simplement à ces enjeux, puisque vous allez bénéficier à la fois des économies d'échelle que nous, on génère via nos activités, des tarifs de livraison négociés avec des transporteurs, mais vous bénéficiez également de notre flexibilité et de notre capacité opérationnelle à absorber, par exemple, les effets de saisonnalité. C'est le cas du traditionnel pic de vente de fin d'année que l'on vit actuellement. Voilà. Et puis, dernier point qui est important à avoir en tête, développer une structure logistique, ça nécessite, et tu le disais Pierre, des investissements qui sont très importants et des compétences spécifiques. Quand on externalise avec un prestataire comme Qubin, c'est un prestataire qui a déjà réalisé ses investissements et donc on est vraiment beaucoup plus dans une logique de plug and play, donc on a juste à se brancher et après tout est automatisé, tout est très fluide et c'est beaucoup plus simple d'opérer de cette façon. On va continuer avec Geoffrey pour parler de cette opération, de ce dispositif Ma Vitrine en ligne, lancé en partenariat avec la Fédération française des associations de commerçants. C'est un dispositif qui a été lancé en écho à la crise sanitaire. Pouvez-vous d'ailleurs, Geoffrey, nous présenter Ma Vitrine en ligne? Quelles sont les solutions apportées par Ma Vitrine en ligne pour débuter une démarche de transformation numérique?
Oui, bien sûr. Effectivement, c'est un dispositif qu'on a lancé pour ce second confinement. Je l'ai dit tout à l'heure, on accompagne les Français, notamment les TPE, PME, depuis longtemps, depuis 2012 en France. Là, on a voulu essayer de répondre à la situation exceptionnelle et surtout aux difficultés rencontrées par les Français, les entrepreneurs et les petites entreprises notamment. On avait déjà adapté nos contenus vraiment aux secteurs les plus sinistrés lors du premier confinement, en travaillant sur le tourisme, sur la restauration. Et je dirais qu'on a voulu aller plus loin en lançant cette initiative en partenariat avec un acteur qui est finalement une grande connaissance des commerçants, des entreprises françaises, de leurs problématiques. Et donc, ma vitrine en ligne, en fait, c'est un service d'experts du numérique et un parcours d'accompagnement qui est destiné vraiment à aider les commerces de proximité à être visibles et à vendre en ligne. Donc, c'est un service téléphonique qui a été mis en place du lundi au samedi, de 8h à 20h. Et donc, on peut appeler, poser des questions à un expert. Si on peut y répondre directement, on va apporter les meilleures réponses possibles. Si c'est un peu plus long, on va prendre rendez-vous pour une visioconférence, par exemple, ce qui permet d'aller un peu plus dans le détail, peut-être de partager son écran, de regarder des outils un peu plus concrètement. Donc voilà, c'est un numéro qui est disponible donc sur le site Ma Vitrine en ligne. Vous pouvez aller le retrouver très, très facilement. N'hésitez pas à nous appeler, on sera ravis de vous répondre. On retrouve aussi sur le site des guides pratiques qu'on peut télécharger. Également l'accès à nos catalogues de formation. Parce que voilà, vous pouvez nous retrouver en fait sur la chaîne Google Atelier Numérique, toutes nos formations. On a 3 à 4 conférences par jour sur des thématiques variées. En ce moment, je dirais très orientées sur le click and collect, sur la reprise de l'activité et les commerçants. Johanna, on parle beaucoup de compétences depuis le début de cette conférence. On a bien saisi le fait que le e-commerce est une activité avant tout pluridisciplinaire. Et vous, votre organisme de formation propose, à juste titre, des solutions d'accompagnement avec de nombreux programmes. Je vous laisse nous en dire plus. Quels sont les types de formations proposées par votre société Merci e-commerce? Alors oui, nous, en tant qu'école, on va former. Donc, on a plusieurs modalités. Si vous voulez, que vous soyez dirigeant, que vous soyez chef de projet, que vous soyez en transition professionnelle, puisqu'on est également très impliqué et très présent sur les questions de reconversion, de nouveaux métiers, de transition professionnelle. Que vous soyez nouvel entrepreneur ou nouveau porteur de projet ou alors dirigeant en charge du numérique eh bien nous on vous forme, donc ce sont sur des programmes en réalité courts, donc des programmes de perfectionnement, donc des demi-journées ou des journées intensives sur des sujets très très précis qui ont trait avec le e-commerce, comme vous disiez Pierre. Comme on évoque un peu tous, il y a beaucoup de choses, logistique, et l'intelligence marketing, il y a beaucoup de choses. Il y a le produit en soi, il y a la valorisation du produit. Donc, nous, on est sur des compétences qui sont parfois très précises et là, qui seraient l'objet de formations très courtes et très denses, ou alors de programmes, on va dire, plusieurs jours, donc programmes semaines sur des formats intermédiaires ou des programmes longs, qui sont vraiment des programmes sur mesure, pour le coup, des programmes de un peu nouveaux métiers, nouvelles compétences. Nous, notre objectif avec cette école, c'est vraiment de faire imposer le e-commerce dans ce qu'il représente en termes de compétences métiers, parce que pour nous, le e-commerce, c'est un canal, certes, mais c'est bientôt un métier, être e-commerçant. Et donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment que ces compétences soient valorisées à juste titre, compétences métiers. C'est pour ça que nous, on a cet agrément et c'est pour ça que nous, on défend la formation professionnelle dans le e-commerce et dans le numérique. Et voilà, pour vous présenter un exemple, on a mis au catalogue des programmes que nous proposons très récemment une formation en product photographie, donc qui est une petite formation qui permet en fait de maîtriser, d'avoir la vision et d'avoir le regard et d'avoir en fait les compétences techniques en intelligence marketing et en intelligence e-commerce pour vraiment avoir une vision pour mettre en ligne un produit et le sublimer et véritablement en faire levier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, bon, la vente en ligne, c'est donner envie. D'ailleurs, la vente tout court, c'est donner envie, mais la vente en ligne encore plus. Voilà pourquoi nous, on estime que dans cette idée de pluridisciplinarité que vous évoquez, Pierre, il y a évidemment parfois d'autres notions qui rentrent, comme la photographie, la visualisation du produit, de la photo produit, puisqu'on n'est pas face à un produit
en réel et dont on aurait un contact propre. Donc voilà, nous on propose des formations qui viennent couvrir tous les métiers du e-commerce, hein, du métier le plus pragmatique, par exemple le packaging, hein, jusque la photographie produit, jusqu'à la dimension productivité, gestion d'un emploi du temps, gestion des bons de commande, jusqu'à véritablement le quotidien, voilà, le quotidien ou les dimensions publicitaires qu'on va également traiter parce que la publicité, c'est un point très important, hein, de ce métier, qui est un métier également du marketing. Donc voilà comment nous, on essaie de transmettre aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux artisans, aux commerçants, des compétences réelles, des compétences métiers sur le e-commerce et le numérique, qui ne sont pas des compétences générales, on va dire, sur le numérique. C'est toute la subtilité, c'est que nous, on est vraiment sur du numérique marchand. Nous, on aime bien dire ça, numérique marchand, parce que l'objectif à la fin de la journée, c'est voilà, générer des ventes et générer un trafic qui transforme et voilà, et faire son métier qu'on aime, mais différemment, et avec d'autres codes. Et pour cela, en effet, la formation professionnelle est un levier. D'ailleurs, je rappelle évidemment, je trouve que c'est important, surtout que c'est évidemment on est en présence de la CCI qui nous accueille et c'est important la formation professionnelle et c'est important également d'en faire levier. Tout le monde a droit à la formation professionnelle et via le CPF, via différents dispositifs de financement. Donc c'est important quand on envisage une activité, un lancement d'activité e-commerce et numérique, voilà, de mobiliser ses droits pour, si c'est dans ce domaine-là, pourquoi pas renforcer ses compétences et renforcer ses capacités à courir, on va dire, le marathon, courir le projet. Johanna, parmi les patronnes et patrons de TPE, PME, nous, oui. Et parmi les patronnes et patrons de TPE, PME en France, la question du temps est finalement le problème qui revient le plus souvent. Combien de temps doit-on consacrer quotidiennement à son site internet, Johanna? Ça, c'est une bonne question. Et je pense que si nous avions tous la réponse, tous et toutes la réponse, nous pourrions être plus productifs. Et je pense que cette question, elle est curieuse, elle est intéressante, elle est voilà, parfois, en effet, la question du temps passé, elle peut en effet dissuader un entrepreneur ou un dirigeant, hein, de se lancer dans un projet e-commerce. Et parfois, à juste titre, puisqu'il faut avoir le temps à consacrer, les investissements à y consacrer, puisque, en effet, entreprendre en e-commerce à 0 €, c'est difficile, hein, et ce n'est pas facile, comme parfois on a tendance à l'entendre, qu'on peut lancer un e-commerce de A à Z avec 0. C'est très difficile. C'est pour ça, en effet, c'est un projet qui peut être en effet très, très valorisant pour une activité, hein, comme vous disiez, qui peut, ces chiffres que vous évoquiez, qui peut générer vraiment un trafic supplémentaire, des revenus supplémentaires, clairement. Hein, on a les preuves de ça. Mais il y a du travail derrière et le travail est facilité quand le personnel est formé, évidemment, quand le dirigeant lui-même est formé et acclimaté en fait à cette vision du commerce en ligne et peut pousser sa stratégie, peut pousser son envie et peut mieux gérer son temps. Alors pour vous donner une réponse quand même à cette question sur le temps, tout dépend du profil et tout dépend du secteur et tout dépend du projet. Mais je pense que déjà, si on se pose la question, c'est qu'on a déjà le temps de voilà d'y réfléchir, le temps de l'envisager. Après voilà, l'envisager pour le déléguer ou l'envisager pour le faire faire ou l'envisager pour, ça peut être intéressant, mais vraiment il faut détenir le savoir pour pouvoir engager une stratégie. Ça, c'est la base. C'est ne surtout pas reposer à 100% sur un prestataire extérieur ou sur c'est en effet choisir ses prestataires avec vraiment de façon minutieuse, comme on l'a évoqué un peu plus tôt dans la journée. Et là, Qubin et Google sont là, et donc choisir réellement les prestataires de qualité. Mais derrière, nous en tant que commanditaires et en tant que dirigeants, voilà, c'est nous insuffler en fait la dynamique qu'on souhaite insuffler. Et pourquoi pas pour cela rejoindre un programme comme le nôtre qui entraîne les dirigeants à la définition d'une stratégie e-commerce. On a déjà les prémices d'une première réponse qui, effectivement, en termes de quotidiennement consulter, effectivement, l'activité de Céline pour faire le point sur son nombre de commandes. Geoffrey, on parle depuis la crise sanitaire, de click and collect comme solution pour maintenir
son activité malgré les fermetures d'un grand nombre de magasins. Quelles sont les étapes clés d'ailleurs pour réussir ce service de click and collect? Ouais, c'est une très bonne question. Je vais commencer par revenir sur ce que disait Jonas et ce qui est très juste. C'est la notion de temps et de formation, de savoir, elle est vraiment cruciale. C'est-à-dire qu'en fonction de la typologie de son entreprise, de son projet, si on est un commerce, un e-marchand, comme le disait Henri, c'est le plan, les outils à utiliser ne sont pas les mêmes. Et je dirais qu'en fonction du temps que l'on a, on ne va pas non plus utiliser les mêmes solutions. Il y a des solutions qui, finalement, vont être gratuites, vont prendre beaucoup plus de temps à gérer, d'autres qui seront automatisées et par contre qui ne prendront pas de temps. Mais au milieu de tous ces outils, effectivement, se poser les questions, le savoir est fondamental. Donc, comprendre vraiment ce que ça implique que de mettre en place une solution de click and collect. C'est déjà se poser des questions sur son budget, quel budget on a pour mettre en place cette solution. Est-ce que la solution que j'ai choisie elle va être compatible avec mon CMS, avec donc mon site internet? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités propres à mon secteur d'activité auxquelles je vais devoir penser? Tout simplement, la législation, enfin, les conditions générales de vente ne sont pas les mêmes en ligne qu'en physique, par exemple. Donc, ça a une incidence aussi sur ce que l'on doit adapter, même pour adapter son entreprise. Il va falloir connecter ses stocks, il va falloir connecter sa caisse. Donc, voilà, il y a énormément d'étapes. C'est pas quelque chose... aujourd'hui, on entend beaucoup parler de click and collect comme presque d'une solution miracle. C'est vrai, ça fonctionne, c'est performant, mais ça ne fonctionne pas tout seul. Il faut se former, planifier, établir une stratégie. Et ça, je dirais, ça prend du temps. Donc là, aujourd'hui, on a mis en place plein de solutions. Déjà, les commerçants, les entreprises ont mis en place plein de solutions, on va dire, d'urgence. Aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est de se reposer, voir poser à plat ce qu'on a fait, voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, et essayer d'établir un plan à plus long terme pour se poser, voilà, pour essayer de trouver la meilleure solution. Donc, peut-être qu'on va choisir une solution de click and collect automatisée avec un prestataire qui va se plugger du coup à notre site internet. Peut-être qu'on va choisir du click and collect par mise en relation, donc se plugger à une plateforme. Ça a été beaucoup fait par exemple par l'artisanat, les boulangers par exemple qui se regroupent sur des plateformes en ligne, qui sont des solutions aussi très intéressantes. Et il y a également des solutions, je dirais, on va dire, simplifiées, qui sont plus, je dirais, presque bricolées, mais finalement qui sont tout aussi efficaces pour du click and collect. Donc, si je résume un peu l'ensemble, vraiment, la priorité, c'est d'établir un plan, en fait. Comme dans tout ce qui concerne le web, finalement, quand on crée un site internet, eh ben, on va le poser à plat, on va étudier son projet et essayer de le mettre en place. C'est la même chose pour le click and collect. C'est un projet à part entière. Il faut essayer de le décortiquer en différentes étapes et choisir les bons outils au bon moment. On va faire le point justement une nouvelle fois avec Henri sur les besoins en logistique. Je suppose que quand on en est au balbutiement, quand on se lance dans une activité de e-commerce, les besoins diffèrent que quand on a un stade déjà très avancé. À quel moment d'ailleurs, à partir de quel moment est-il pertinent ou intéressant pour une marque ou un e-commerçant de faire appel à votre service Qubin? Alors, c'est assez compliqué de définir un moment. Il n'y a pas vraiment de moment. Nous, on pense que c'est pertinent et intéressant dès lors qu'en fait, on souhaite structurer sa logistique e-commerce avec un triple objectif. Le premier, évidemment, c'est de faire des économies et surtout d'avoir le maximum de contrôle sur ses coûts logistiques. Et ça participe aussi au pilotage d'une activité e-commerce qui est saine et pérenne. Le deuxième, évidemment, et c'est ce que je disais avant, c'est de pouvoir proposer et surtout garantir une expérience de livraison optimale à ses clients. C'est ça qui va créer de la confiance et qui va participer à la visibilité, à la notoriété et du coup à la récurrence d'achat. Et le dernier point, et non des moindres, c'est de gagner du temps pour se consacrer à ce que moi, en tout cas, je considère essentiel et à forte valeur ajoutée pour un e-commerçant. C'est de développer sa marque, développer ses produits et de les rendre visibles et attractifs sur Internet, tout ce qui va être fait au travers de ce que des formations de Johanna ou des outils que propose Geoffrey. Globalement,
c'est pas forcément une question vraiment de moment. C'est d'abord bien se poser sur quelle est mon activité e-commerce ou quel est mon projet. Et une fois qu'on a déterminé ça, bien qualifier son besoin logistique. Ça, c'est une bonne part du temps que moi, je passe en relation avec les marques et les e-commerçants, c'est de qualifier ce besoin-là. Une fois qu'on l'a qualifié, est-ce qu'il est pertinent du coup de se tourner vers une offre de logistique comme celle de Qubin? Globalement, on pense que nos avantages y répondent à pas mal de problématiques de quelle que soit la typologie de commerce, de produits, etc. Et les avantages de notre offre logistique Qubin, ils sont assez nombreux. Je vais pas tous les citer, mais pour une TPE ou une PME de la région parisienne, nous, notre solution, elle permet d'abord de proposer facilement à leurs clients plusieurs options de livraison de J+1 à J+3 en France sans contrainte de destination. Aujourd'hui, Qubin expédie des colis partout en Europe et dans le reste du monde. Il faut avoir en tête que quand, par exemple, on veut se développer à l'international, il n'est pas forcément pertinent de passer par Colissimo. Colissimo est peut-être très bon pour livrer en France, mais pas forcément dans les autres pays. Et donc, c'est assez compliqué de rajouter un nouveau prestataire de livraison. Avec Qubin, ça, c'est des choses qui se font ce qu'on appelle du sans couture, c'est-à-dire que c'est vraiment très simple et on est toujours dans une logique de plug and play. L'autre gros avantage aussi, c'est de pouvoir développer assez simplement de nouveaux canaux de vente sans que cela pose de problèmes et d'enjeux logistiques ou techniques. Aujourd'hui, Qubin est intégré avec la majorité des plateformes e-commerce et également de nombreuses places de marché. Et nous, en fait, on gère donc toutes les commandes qui viennent de ces différentes sources, de ces différents canaux de vente sur une interface unique sur laquelle nos clients, donc les marques, les e-commerçants, vont faire le pilotage à la fois de leur stock et de leurs commandes. Et puis le dernier point qui est très important aussi pour créer de la confiance avec ses clients, avec son consommateur, c'est que Qubin va permettre de bénéficier d'un engagement sur les délais de livraison et de taux de service qui sont parmi les plus élevés du marché. Aujourd'hui, nous, on propose l'expédition le jour même et on a des taux de service sur le stockage et la préparation des commandes qui sont fiables à plus de 99%. C'est très, très élevé par rapport à ce qu'on peut mettre en place quand on n'a pas forcément de compétences en interne, par exemple. Donc ça, c'est parmi les quelques avantages. Et puis, globalement, j'en reviens à ça, mais vraiment, quand on se lance dans un projet e-commerce, l'idée, c'est de vraiment s'aider et d'être accompagné par les meilleurs outils ou les outils les plus adaptés et de même pour les prestataires pour confier à des spécialistes ce qui peut l'être et vraiment se consacrer à l'essentiel. Des choses qu'on ne peut pas faire, développer sa marque, développer ses produits, c'est quelque chose qu'on ne peut pas confier et qu'on ne peut pas externaliser, par exemple. Alors, on en parlait avec Geoffrey, on parlait du dispositif Ma Vitrine en ligne mis en place suite effectivement aux nombreuses fermetures imposées par le gouvernement pour maintenir ses activités de e-commerce. Geoffrey, outre Ma Vitrine en ligne, existe-t-il des solutions alternatives au site internet pour développer la vente en ligne? Oui, aujourd'hui, il existe plusieurs solutions pour faire de la vente en ligne. Le site internet, je dirais, est un levier important, presque indispensable, mais il y a des alternatives qui sont possibles et qui sont intéressantes, qui ont été pratiquées d'ailleurs en solution d'urgence par certains commerçants pendant cette crise. Mais concrètement, il y a différentes possibilités. Le click and reserve, déjà, qui est une alternative intéressante. C'est-à-dire qu'on ne va pas payer en ligne, mais on va simplement commander en ligne et du coup venir payer en boutique. Ça peut se faire sans site internet, il suffit d'un formulaire, en fait, d'un bon de commande finalement. On reviendrait presque au système ancien développé par les Trois Suisses et autres marques comme celle-ci, mais finalement avec un formulaire en ligne via un Google Form, un SurveyMonkey ou même il y a WhatsApp Business qui a développé aussi cette fonctionnalité. On va pouvoir mettre une liste de produits, des quantités, les gens vont pouvoir les réserver et venir les chercher en boutique. En parallèle, un commerçant va du coup recevoir les commandes dans un fichier Excel, pouvoir les traiter. Et c'est une opération qui est, je dirais, très simple à mettre en place par tout le monde finalement. En quelques heures, on peut mettre en place ce type de solution. Donc aujourd'hui, bien sûr, il faut penser à avoir un site internet e-commerce quand c'est possible, mais une solution de proximité comme ça peut également très bien fonctionner, notamment
lorsque vous avez une clientèle très locale qui vous connaît, qui connaît votre boutique. Je pense beaucoup aux artisans, aux commerces de bouche, où voilà, les gens ont besoin également de pouvoir faire leurs courses, ils connaissent vos produits. Vous pouvez mettre du coup ce type de catalogue extrêmement simple. Donc, c'est des solutions, je dirais, à coût zéro, qui demandent simplement un petit peu de motivation au démarrage, et c'est très simple. Et on pourrait même envisager de derrière faire livrer ces produits en utilisant un service de livraison, soit de coursier, soit de vélo, qui s'est aussi grandement développé par le biais des indépendants dans beaucoup de villes en France. Henri, il y a un mouvement de fronde contre Amazon qui cristallise en France les opinions. Quelles sont les réponses? Vous avez déjà apporté dans la question précédente. Quelles sont les réponses que vous pouvez apporter ici aux commerçants pour riposter à leur échelle à cette concurrence? Parce que oui, il y a des réponses, et parce que oui, vous n'avez pas à rougir face à Amazon. Vous êtes capable effectivement d'apporter des solutions, Henri. Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat sans fin de est-ce que Amazon c'est bien ou pas bien. Je vais juste reprendre une statistique, moi, qui me paraît particulièrement éloquente. Aujourd'hui, 50% des Français estiment qu'il est normal de pouvoir être livré le lendemain si leur commande a été passée avant 15 heures. Ce seuil horaire, c'est absolument pas anodin, puisque 15 heures, c'est l'heure historiquement définie par Amazon pour bénéficier de la livraison en J+1, donc le lendemain, qui est aujourd'hui gratuite pour ses membres Prime. Ce chiffre, cette tendance, elle illustre bien à quel point cet acteur a changé la donne en France sur les attentes des consommateurs, de manière globale sur l'expérience d'achat, mais en particulier sur l'expérience de livraison. De ce fait, déjà, pour une marque ou un e-commerçant ou une TPE, PME qui développe un projet e-commerce, pour concurrencer Amazon, concurrencer avec des guillemets, il faut être capable déjà sur cet aspect-là, sur l'aspect de l'expérience de livraison, de proposer une expérience qui est comparable ou en tout cas optimale compte tenu des contraintes qu'on a. Donc ça veut dire plusieurs options de livraison, des délais qui sont en tout cas bons et si possible garantis. Évidemment, une fiabilité à la fois sur la préparation de la commande et sur la prestation de livraison, et puis un SAV qui est réactif. Aujourd'hui, nous, Qubin, c'est ce vers quoi on tend dans ces aspects-là. Évidemment, sur des acteurs comme nous, comme Qubin, on n'a pas encore la force de frappe d'un Amazon en France, mais voilà, en tout cas, c'est ce vers quoi on tend. Ensuite, je pense qu'il faut être aussi bien conscient que Amazon ne fait pas tout parfaitement, loin de là. Je sais pas, je pense que c'est le cas de tout le monde ici et dans les gens qui nous écoutent. Si vous avez passé un peu de temps sur une page produit sur Amazon, c'est pas forcément le moment le plus agréable. Il y a pas mal d'informations, on a parfois du mal à s'y retrouver, les informations sont parfois pas très bien traduites d'une version européenne à une autre. Voilà. Moi, je pense que, et là, je sors du cadre logistique, je pense qu'aussi une marque ou un e-commerçant qui maîtrise à la fois ses contenus produits, mais aussi ses contenus commerciaux et éditoriaux dont parlait Geoffrey tout à l'heure, va potentiellement proposer une expérience d'achat qui est bien meilleure à ses clients. Et le dernier point, aujourd'hui, Amazon est important aussi parce qu'ils ont une stratégie sur leur place de marché qui est d'avoir le plus de marchands tiers, donc de partenaires commerciaux possibles, et donc le catalogue le plus important. Aujourd'hui, il n'y a pas que Amazon en place de marché en France, il y en a d'autres. Pour citer les plus grosses, c'est Discount, la Fnac, mais aussi Rakuten, Darty Boulanger, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Voilà, donc ça, c'est des marketplaces de distributeurs et commerçants français sur lesquels il est facile de s'inscrire et de se lancer. Et aujourd'hui, nous, Qubin, on propose une intégration technique avec l'ensemble de ces places de marché, ce qui fait que quand on veut se lancer, on peut connecter 1, 2, 3, 4, 5 places de marché différentes sur un même point de stockage et donc avec une gestion qui est vraiment simplifiée, tout en répondant aussi aux prérequis de qualité logistique que demandent ces marketplaces qui sont souvent de pouvoir expédier le jour même, d'avoir de la livraison à J+2, etc. Et vous bénéficiez naturellement de l'audience de ces marketplaces. Là aussi, Exactement. on a effectivement une belle réponse et une belle piste. On n'a pas encore traité l'aspect sécuritaire. On va le traiter dans cette dernière question que j'adresse à Johanna et Geoffrey. Ces questions de sécurité, elles sont inhérentes au développement du e-commerce. Comment protéger son entreprise face aux risques récurrents sur le web? Comment se prémunir des arnaques en tout genre qui fleurissent sur Internet quand on est commerçant, Johanna?
Alors, il y en a beaucoup, évidemment, hein, puisque je pense que bon, je dirais pas que c'est un nouveau canal, mais je pense que c'est quand même un canal qui aujourd'hui repose sur beaucoup de mythes et beaucoup de choses assez inconnues, de choses assez déroutantes. Donc, voilà, il y a la place pour, en effet, des arnaques, des escroqueries, des tentatives d'arnaques et surtout des choses un petit peu étranges. Je pense laisser, pour le coup, plus expert que moi, parler technique. Nous, ce qu'on fait, c'est évidemment transmettre donc les bases et les fondamentales de la sensibilisation, de la prévention, dans le cadre de gestion de projet e-commerce, évidemment aux problématiques voilà, de sécurité, comment créer voilà, des passerelles sécurisées, comment voilà au moment des paiements carte bleue, comment créer voilà connecter avec des systèmes de paiement qui soient voilà sécurisés, qui proposent par exemple de la vérification 3D, enfin la sécurité 3D, enfin des choses comme ça qu'on pratique nous en tant que clients, mais voilà parfois on se rend pas nécessairement compte à quel point on passe par des étapes sécurité au moment d'un achat ou au moment d'une commande. Encore une fois, je trouve que c'est intéressant de souligner le fait que plus un parcours d'achat et un parcours client voilà va être de qualité, il va être transparent, il va être codifié et plus il est sécurisant et plus il est qualitatif et voilà tout ça c'est positif. Parfois il faut mieux moins faire, mais faire vraiment tout de façon voilà très sécurisante, voilà très très proprement, très nettement quand on veut vendre en ligne que voilà se lancer dans quelque chose où on va vouloir recréer un site avec des produits voilà anarchiques et pas nécessairement sécurisants. Mais la sécurité, c'est à la fois la sécurité, voilà l'escroquerie, etc. Mais c'est aussi la confiance que peut-être l'utilisateur, le consommateur final va investir dans votre vitrine, de votre e-commerce. Donc voilà, c'est les éléments pour lesquels nous on forme. Enfin, on a une approche, on va dire, de transmission des fondamentales. Et voilà derrière voilà, des petites notions, des modules à installer, évidemment des aspects techniques qui sont indispensables aujourd'hui pour avoir un site qui tourne et qui soit sécure. Même question, Geoffrey, comment se prémunir quand on est commerçant face aux risques que l'on voit sur Internet? Oui, c'est un point crucial aujourd'hui. Bon, comme le dit Johanna, c'est pas nouveau, hein, je dirais que le premier virus date presque de la création d'Internet, hein, ça a bientôt 50 ans maintenant. Donc, concrètement, c'est pas une menace qui est nouvelle. Par contre, c'est une menace qui s'accélère, qui répond aussi de plus en plus aux nouveaux outils. Et on a vu voilà, une augmentation de cyberattaques, par exemple, pendant des périodes de confinement. Donc, c'est très important pour un marchand de pouvoir sécuriser ses outils, d'une part pour le client, puisque voilà, quand on récolte, par exemple, les données personnelles des clients, on se doit de les protéger. C'est une obligation légale, donc c'est important d'avoir des outils qui répondent à ces critères-là. C'est aussi, je dirais, une valeur de crédibilité pour le client. On va pas aller acheter sur un site sur lequel on n'a pas confiance. C'est au même titre que la logistique, je dirais, un point décisif finalement dans l'achat. On va toujours regarder où est basé le e-marchand. En tout cas, si vous ne le faites pas, faites-le. À chaque fois que vous achetez en ligne, vraiment allez vérifier quel est le marchand derrière le site. Et donc, pour une entreprise, c'est la même chose, se poser les bonnes questions. Si son site est vulnérable, potentiellement, c'est du chiffre d'affaires en moins, c'est un site qui va être détourné, ça peut être dramatique pour une entreprise. Donc là encore, la formation joue un rôle crucial dans ce domaine. De notre côté, je dirais qu'on a rajouté un programme de formation depuis le 1er octobre, donc c'est tout récent, sur la cybersécurité, notamment avec des modules dédiés aux e-marchands. On s'est associé à cybermalveillance.gouv pour développer ce programme, puisque concrètement, on a vu que c'était voilà, une inquiétude grandissante véritablement pour les chefs d'entreprise et notamment des petites entreprises de comprendre voilà, quels étaient les risques et comment ils pouvaient s'en prémunir. Et je pense que pour se prémunir de n'importe quel risque, il faut déjà en comprendre les tenants, les aboutissants, comment on opère et voilà, derrière, choisir soit un prestataire, soit effectuer soi-même les modifications pour sécuriser ces outils. Merci à tous les trois pour votre expertise. On va, avant, si vous le voulez bien, de procéder aux questions
que les internautes ont à vous poser, que les TPE, PME ont à vous poser. On va inviter Anissa, qui est chargée d'événements et formation numérique pour la CCI Paris-Île-de-France et qui va une nouvelle fois vous expliquer la procédure pour prendre des rendez-vous, puisque les rendez-vous, vous pouvez en prendre jusqu'à aujourd'hui 19h. Anissa, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour Johanna, bonjour Henri, bonjour Geoffrey et bonjour ou rebonjour tout le monde. Alors effectivement, là, on a eu quand même beaucoup d'informations assez riches à propos de l'e-commerce et comment démarrer. Donc, si vous avez des questions et donc besoin de conseils plus spécifiques qui sont donc liés plus à votre situation, donc on vous propose de prendre rendez-vous avec les experts. Donc, comme l'a dit Pierre, ça se termine à 19h. Donc, profitez des derniers créneaux qui sont disponibles. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prendre un rendez-vous? Donc là, on est donc sur la page d'accueil de l'événement. Vous avez un espace rendez-vous en haut dans le menu. Donc, on va dessus. Et là, vous avez toute la liste des experts numériques qui ont été audités et sélectionnés par les digiteurs de la Chambre de commerce. Et vous retrouvez aussi nos partenaires premium, Google et Orange. Alors, vous avez juste ici à gauche la possibilité de sélectionner en fait par rapport à vos besoins. Donc, je prends l'exemple de créer un site web, par exemple. Donc, créer une plateforme e-commerce. Comme on va rester dans le thème. Ensuite, vous avez ici, par exemple, je prends les digiteurs ou les conseillers numériques sont aussi à votre écoute. Donc, vous cliquez hop sur le petit encart. Vous avez tout le descriptif de l'expert numérique et ici à droite, j'ai un bouton « Demander un rendez-vous ». Donc, on clique. On expose nos besoins ou l'objet du rendez-vous. Donc, moi, je vais écrire test, demande, rendez-vous. Suivant. On fait bien attention de valider ici, hop, le choix de l'expert numérique qu'on a sélectionné. Et ici, par exemple, là, il y a un dernier créneau qui est disponible de 18h à 18h30. Ne vous inquiétez pas, je vais l'effacer après, c'est un test. Hop, je valide. Et ensuite, donc, les digiteurs reçoivent en fait la demande et la valide de leur côté. Et en haut à droite, j'ai ici en fait toutes mes notifications qui s'affichent et vous allez retrouver en fait un bouton comme celui-ci, rejoindre au moment du rendez-vous, donc par exemple à 18h, pour pouvoir en fait dialoguer avec l'expert numérique via une visio. Voilà. Hop. Merci Pierre de m'avoir laissé la parole. Du coup, je te laisse terminer. Merci beaucoup Anissa. Je parcours le fil de ce chat où vous avez des questions à leur poser. La première des questions nous est posée par Karima. Quel type de contrat propose Qubin par exemple? Comment travaillez-vous avec les commerçants? Quel type de contrat proposez-vous Henri avec Qubin? Alors, il n'y a pas différents types de contrats. Hein. Nous, on va en fait proposer un contrat qui est lié à notre offre, ce qu'on appelle de fulfillment. Donc, le fulfillment, c'est le fait d'adresser toute la logistique, à savoir à la fois le stockage des produits et la préparation, l'expédition et la livraison des commandes. Pour ces types de contrats, en fait, sur cette offre-là, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Dès que vous avez besoin de stocker des produits, vous faites des commandes, on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Et évidemment, après, le prix, alors on a une grille de prix qui est très transparente. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici. Je pourrais y répondre en individuel après si vous avez des questions. En tout cas, plus vous allez faire de volume et plus vous allez avoir des remises intéressantes sur les prix qu'on propose. L'idée, c'est toujours la même chose. On a souhaité simplifier au maximum l'expérience logistique pour les marques et les e-commerçants. Notre modèle prix n'y échappe pas. On a aussi un modèle prix qui est très simple. Voilà. Et du coup, évidemment, c'est aussi, on est toujours dans cette logique de plug and play. Donc, c'est des contrats aujourd'hui qui sont sans engagement. Donc, vous pouvez tester. Si au bout de 6 mois, vous voulez passer sur quelque chose qui est plus adapté à ce que vous faites, ou ça arrive rarement, mais ça peut arriver, vous n'êtes pas satisfait de la prestation, vous pouvez arrêter. Il n'y a pas d'engagement dans la durée, etc.
On a encore une question qui vous est adressée, Henri. Elle nous est posée par Nida. Peut-être qu'il y a en revanche un seuil de nombre de commandes par jour ou autre à atteindre avant d'externaliser la logistique. Là aussi, vous parliez de barrières à l'entrée. Il n'y en a pas chez Qubin. Vous confirmez Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il y a un seuil de commande pour lequel on considère que ça commence à être intéressant d'externaliser. Globalement, si on commence à faire entre 15 et 20 expéditions par jour, donc 15 et 20 colis, ce qui prend du temps, etc., là, ça devient pertinent d'externaliser, donc de faire appel à Qubin, par exemple. Et donc, 15 à 20 colis par jour, si on prend que les jours ouvrés sur 4 semaines d'un mois, ça fait entre 4 et 450 colis par mois. Ça, c'est le seuil. Aujourd'hui, donc il n'y a pas de barrière d'entrée, c'est juste, voilà, à partir de là, ça commence à être pertinent. Avant, on est plus dans une logique de test. Une fois qu'on a trouvé sa clientèle, son product fit, son market fit, là, effectivement, il ne faut pas hésiter à externaliser sa logistique pour vraiment créer de la confiance avec ses clients, générer de la récurrence d'achat, etc. Christophe s'interroge sur la formation et Johanna et Geoffrey vont y répondre. Faut-il se former en permanence quand on est porteur de projet pour se passer des prestataires? Johanna. Merci pour cette question. Alors, l'idée de se passer de prestataire, c'est une idée qui est intéressante, mais pas nécessairement une idée dans l'absolu, au sens où on cherche l'autonomie, hein, ça c'est certain. On cherche à se former soi pour détenir le savoir et avoir le moins besoin de se reposer, de s'en remettre à un autre conseil pour lequel nous on serait vraiment dépassés. Donc l'idée de la formation, elle recherche l'autonomie. Après, je pense qu'on aura toujours besoin à un moment donné de prestataires, de conseils de qualité, évidemment. Hein, puis on est là, évidemment, nous également pour l'évoquer. On pourra jamais complètement uberiser quand on est extrêmement débutant. On pourra pas, pardon pour le mot, uberiser intégralement le e-commerce. On pourra par contre se former sur des outils simples, se former grâce à des programmes comme Geoffrey peut les proposer ou comme nous on peut les proposer différemment, hein, en tant qu'école de formation professionnelle. Et pour cela, oui, je pense que la formation continue, elle est intéressante au sens où il y a beaucoup de contenus gratuits qui existent aujourd'hui. Je pense que Geoffrey pourra l'évoquer. Il y a beaucoup de choses qui existent. Après, il y a des compétences métiers aussi. Et la formation professionnelle, est indispensable pour acquérir ces compétences métiers. Nous, on invite tous les porteurs de projets, les entrepreneurs et les commerçants, les artisans à se diriger vers des programmes certifiants, vers des écoles, au sein desquelles ils pourront monter en compétences, et viser l'autonomie. Mais encore une fois, cette autonomie, elle a une limite qui est bien parfois certains dispositifs logistiques, marketing, etc. Et on pourra pas être tous les métiers, mais on pourra être autonome au moins dans la conception du projet et dans la gestion de celui-ci. Même question à Geoffrey pour compléter la réponse de Johanna. Faut-il se former en permanence pour se passer des services de prestataire? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Johanna. Aujourd'hui, le rôle d'un entrepreneur, c'est pas d'être expert de tout. En tout cas, c'est pas possible, hein. En étant expert de tout, finalement, on se perd un petit peu et on va pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à tous les sujets. Je pense qu'il y a 2 niveaux de formation. C'est important d'avoir une compréhension de tous les sujets. Je pense qu'on est entrepreneur, pas forcément profonde, mais de pouvoir partager le même vocabulaire, pouvoir justement échanger avec un prestataire, avec son salarié qui, lui, est expert du sujet, et comprendre pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc ça c'est un niveau de formation, je pense, qui est vraiment indispensable et du coup qui doit être présent dans tous les domaines. En revanche, après, pour être vraiment expert de certains sujets, je ne pense pas que ce soit utile de se former partout. On perdrait trop de temps, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut sélectionner d'une part les domaines dans lesquels on a le plus de compétences. En général, on vient avec un bagage technique. Je pense qu'il est intéressant de continuer à développer toute sa vie. Par la formation continue. Donc, il y a beaucoup de solutions. La formation professionnelle avec des écoles comme Merci e-commerce, les ateliers numériques Google peuvent aussi apporter des réponses de façon gratuite et au quotidien. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est se dire concrètement, là j'ai un trou,
j'ai une compétence que je ne maîtrise pas, j'en ai besoin, je vais aller la développer de façon spécifique. Et ensuite, je vais aller maintenir simplement mes compétences à jour dans tous les domaines pour ne pas être perdu finalement. Voilà, par exemple, le click and collect, il y a un vocabulaire qui est dédié, qui est précis. Il y a certains acteurs, une législation qui s'applique au e-commerce, donc c'est important d'en comprendre tout simplement les tenants et les aboutissants pour pouvoir prendre les meilleures décisions et choisir du coup s'il vaut mieux être continuer dans l'autonomie ou prendre un prestataire. Voilà, je pense que c'est ça le maître mot, sélectionner finalement les sujets importants. Une nouvelle question de Didier qui s'interroge sur la notion de e-commerce. La notion de e-commerce est-elle réservée aux produits ou peut-elle être adaptée pour les services? Une réponse de l'un de vous trois, peut-être. Je vous laisse le soin de prendre la parole. Alors, tout le monde hésite. Non, pour moi, ça peut, mais on pourra, mes collègues pourront compléter. Pour moi, ça s'adapte parfaitement au service. Hein. Le service est un produit également. C'est simplement un petit peu plus difficile à packager, je dirais, de façon physique. Mais bien sûr, le e-commerce, ça s'adapte parfaitement au service. Il y a simplement je dirais une application qui est un petit peu différente. On ne va pas forcément être dans de la livraison physique avec un délai, mais peut-être beaucoup plus dans l'application d'un contrat ou d'un service dans le temps. Alors, on a effectivement des questions, mais qui pourront peut-être être traitées de façon plus directe par nos trois intervenants. Je pense notamment à Johanna. Emilienne nous dit: je suis dirigeante, je veux développer mes compétences numériques. Comment pouvez-vous m'accompagner? On a également quelques personnes qui souhaitent avoir davantage d'informations concernant vos prestations pour ce qui est de Cubine et de Merci e-commerce. Je vous propose à tous et toutes de effectivement parcourir ce chat et de rentrer directement en contact pour pouvoir répondre aux interrogations de notre public avec les bons éléments, c'est-à-dire connaître un petit peu leurs besoins pour avoir des réponses adaptées. Vous êtes d'accord pour procéder de la sorte, parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont des besoins un peu différents et qui ont à cœur de rentrer en contact avec vous. Oui, bien entendu. Voilà, on vous invitera sur le chat pour entrer en contact avec Geoffrey, Johanna et Henri. C'est l'occasion de vous remercier pour votre participation, d'avoir accepté notre invitation, et un rappel que vous serez bien entendu disponible jusqu'à la fin de journée pour rencontrer celles et ceux qui se posent des questions, les patronnes et les patrons de TPE, PME, qui ont à cœur de réussir leur transformation digitale. On rappelle bien sûr que nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Cette conférence va se terminer dans quelques minutes, mais vous pouvez prendre rendez-vous jusqu'à 19h. Je vous rappelle que la CCI Paris Île-de-France organise une formation e-commerce du 14 au 18 décembre. Cette formation durera 5 jours et nous vous avons à l'instant même publié le lien de la formation. Je le rappelle, elle aura lieu du 14 au 18 décembre. On vous invite naturellement à continuer à suivre l'actualité des digiteurs. On a publié à cette occasion le lien pour suivre toute l'actualité des digiteurs. On referme ce cycle de conférences. C'est la troisième et dernière de la journée en ce jeudi 3 décembre. Merci à la CCI Paris Île-de-France, amenée par Maxime, Anissa, Lucie et toutes les personnes de la CCI Paris Île-de-France qui ont œuvré pour le bon déroulement de cet événement en format distanciel, en format digital. On remercie tout naturellement nos 20 partenaires qui tout au long de cette journée ont répondu à vos questions, nos intervenants, Geoffrey, Johanna, Henri et tous les autres qui étaient avec nous ce matin et en ce début d'après-midi. Et puis, on vous souhaite bien sûr tout le succès possible pour la transformation digitale de vos activités. La CCI Paris Île-de-France et tous les acteurs sont à votre écoute. Alors, on a encore quelques heures devant nous jusqu'à 19h pour profiter de ce grand événement des Digital Day organisé par la CCI Paris Île-de-France. Excellente journée à toutes et à tous. On salue celles et ceux qui nous suivront peut-être un peu plus tard en replay. Et on vous retrouve pour de prochains événements organisés par la CCI Paris Île-de-France. Au revoir.